Un fermier norvégien creuse un tertre sur sa propriété en août 1903. Il s'attend à trouver de la terre, peut-être des pierres. À la place s'appelle heurte du bois sculpté. Ce fragment de chêne incrusté d'argent va déclencher l'une des découvertes archéologiques les plus extraordinaires de l'histoire viking. Sous cette colline de Norvège repose un secret vieux de 1000 ans. 2 femmes enterrées dans le plus magnifique navire jamais construit, entourées de trésors qui défient l'imagination. Mais qui étaient ces femmes? Et surtout, pourquoi sont-elles mortes ensemble dans des circonstances qui continuent de hanter les historiens aujourd'hui? L'été 1903. Oscar Rom vient d'acheter la ferme d'Oseberg, située près de Tønsberg dans la région du Vestfold, au sud-est de la Norvège. Sur son terrain se dresse un tertre imposant, 45 mètres de diamètre, 6 mètres de haut. Les gens du coin l'évitent. Des rumeurs circulent depuis des générations. La colline renfermerait les victimes de la peste noire. Le précédent propriétaire, Johannes Hansen, avait commencé à creuser avant d'abandonner, terrifié par ces histoires macabres. Rom n'est pas superstitieux. Il décide de creuser des tranchées pour drainer l'eau qui s'accumule sur sa terre. Sa pioche révèle quelque chose d'inattendu. Un morceau de bois sculpté de 20 cm, orné de motifs complexes. Rom connaît l'histoire locale. 23 ans plus tôt, non loin de là, 2 adolescents ont découvert à Gokstad un navire viking intact. Cette trouvaille a fait sensation dans toute la Scandinavie. Rom comprend immédiatement qu'il vient peut-être de tomber sur quelque chose d'encore plus grand. Il saute dans le premier train pour Oslo. 100 km le séparent de la capitale. Quand il arrive au musée universitaire des Antiquités, le directeur Gabriel Gustafsson est en plein déménagement. L'homme reçoit froidement ce fermier qui raconte des histoires de navires vikings cachés sous sa propriété. Les archéologues entendent ce genre de fables chaque semaine. Mais Rom sort alors de sa poche le fragment de bois. Gustafsson le saisit, l'examine. Son visage change instantanément. Ce bois est du chêne sculpté avec une maîtrise exceptionnelle. Les incrustations d'argent brillent encore après des siècles dans la terre. En moins de 24 heures, Gustafsson est sur place. Il entreprend des fouilles d'essai. Ce qu'il découvre le sidère. Un navire intact repose sous ce tertre, accompagné d'une chambre funéraire. Mais il y a un problème. La chambre a été pillée. Des voleurs sont passés par là, probablement au Moyen Âge. Gustafsson négocie avec Rom et achète le terrain pour 12 000 couronnes norvégiennes, une fortune à l'époque. Puis il attend. L'automne approche, les pluies vont bientôt rendre les fouilles impossibles. Il faudra patienter jusqu'au printemps suivant. Mai 1904. L'équipe de Gustafsson commence les excavations. La terre norvégienne a joué un rôle crucial dans la préservation du navire. Le tertre a été construit avec de l'argile bleue, de la tourbe et des pierres, le tout compacté si serré que l'air ne pouvait pas circuler. Cette absence d'oxygène a permis au bois de traverser les siècles. Mais le poids de la terre a écrasé la structure. Le navire s'est brisé en milliers de morceaux. Il faudra 21 ans aux experts pour le reconstituer. Ce que l'équipe dégage de la terre dépasse toutes les attentes. Le navire mesure 22 mètres de long sur 5 de large. Presque entièrement construit en chêne, il présente des sculptures d'une beauté à couper le souffle. La proue et la poupe sont ornées de motifs animaliers entrelacés, qui s'enroulent en spirale pour se terminer en tête de serpent. 15 paires de trous pour les rames sur chaque flanc indiquent qu'il pouvait accueillir 30 rameurs. Le mât, fait de pin, mesurait entre 10 et 13 mètres de haut. Avec sa voile de 90 mètres carrés, ce navire pouvait atteindre 10 nœuds, soit près de 20 km par heure. Les analyses dendrochronologiques révèlent que le navire a été construit vers l'an 820. Pendant plus de 10 ans, il a navigué sur les fjords norvégiens avant d'être transformé en tombeau. Un détail intrigue les archéologues. Les rames ne montrent aucun signe d'usure. Certains experts pensent que le navire a été spécialement commandé pour servir de sépulture. D'autres suggèrent qu'il s'agissait d'un vaisseau de culte, utilisé uniquement pour des cérémonies religieuses. La chambre funéraire se trouve à la poupe du navire, près du mât. Construite en chêne grossièrement taillé, elle formait une structure en forme de tente. À l'intérieur, les archéologues découvrent des restes de tapisseries magnifiques qui décoraient jadis les murs. Et puis, éparpillés près de l'entrée et au pied du mât, ils trouvent des ossements humains. Les voleurs qui ont pillé la tombe n'ont montré aucun respect pour les défuntes. Ils ont arraché leurs bijoux et jeté leurs squelettes comme des déchets.
Les os sont si dispersés qu'il faut plusieurs jours aux fouilleurs pour réaliser qu'il y a 2 corps, pas un seul. Certains ossements manquent complètement. Ont-ils été emportés par des animaux sauvages? Les pilleurs les ont-ils gardés pour quelque obscur rituel? Personne ne le saura jamais. Les ossements qui restent racontent une histoire. Les 2 femmes mesuraient environ 1,50 m, petites même pour l'époque. La plus âgée avait entre 70 et 80 ans, un âge exceptionnel au IXe siècle où l'espérance de vie dépassait rarement 45 ans. Les analyses de son squelette révèlent qu'elle a souffert d'une grave maladie pendant son enfance. Plus tard, elle a développé de l'ostéoporose. Et finalement, c'est un cancer avancé qui l'a emportée. Ces derniers mois ont dû être atroces. La femme plus jeune avait environ 50 ans. Son squelette montre qu'elle s'est cassé la clavicule quelques semaines avant de mourir. L'os n'a pas eu le temps de guérir. Comment cette fracture s'est-elle produite? Était-ce un accident, une chute ou quelque chose de plus sinistre? Les analyses des dents de cette femme révèlent un détail fascinant. Elle utilisait un cure-dents en métal, un objet de luxe incroyable au IXe siècle. Seules les personnes de très haut rang pouvaient se permettre ce genre de raffinement. Les 2 femmes partageaient le même régime alimentaire. Les isotopes stables trouvés dans leurs os montrent qu'elles mangeaient principalement de la viande, avec très peu de poissons. C'est inhabituel pour des Vikings, dont l'alimentation était généralement riche en poissons. Cette alimentation carnée était un luxe réservé à l'élite. Les analyses suggèrent que les 2 femmes appartenaient à la même classe sociale. Elles n'étaient pas maîtresses et servantes comme on l'a longtemps cru. Elles étaient égales. Mais qui étaient-elles exactement? Les théories ont commencé à fuser dès 1904. La Norvège était alors sous union personnelle avec la Suède. Le pays cherchait son indépendance. Quelle meilleure façon de nourrir la fierté nationale que de découvrir une sépulture royale viking? Les historiens ont rapidement proposé une identification séduisante. La femme âgée serait la reine Åsa, grand-mère du premier roi à unifier la Norvège. L'histoire d'Åsa est l'une des plus brutales des sagas nordiques. Née vers l'an 794, elle était la fille du roi Harald Grandrode, qui régnait sur le petit royaume d'Agder, dans le sud de la Norvège actuelle. Belle et intelligente, Åsa semblait promise à un mariage politique prestigieux. Mais son destin prit un tournant tragique vers 810. Gudrud Weidekonge, le roi chasseur, régnait sur le Vestfold et le Romerike. Veuf depuis la mort de sa première épouse Alvild, il cherchait une nouvelle femme. Il envoya des émissaires à Harald Grandrode pour demander la main de sa fille Åsa. Le roi d'Agder refusa catégoriquement. Ce refus scella son destin. Gudrud n'était pas homme à accepter un refus. Il rassembla sa flotte de guerre et attaqua Agder de nuit. Harald réalisa trop tard qu'il était attaqué. Il rassembla ses hommes et se battit courageusement. Mais les forces de Gudrud étaient supérieures en nombre. Harald tomba au combat avec son fils Gyrd. Gudrud pilla le royaume, puis enleva Åsa et l'emmena de force au Vestfold. Il l'épousa contre sa volonté. Les sagas rapportent qu'il la viola. De cette union forcée naquit un fils, Halfdan, qui sera plus tard surnommé le Noir à cause de ses cheveux sombres. Åsa n'oublia jamais. Chaque jour, elle vivait aux côtés de l'homme qui avait massacré son père et son frère. Chaque nuit, elle devait partager sa couche. Mais elle attendait son heure. Quand Halfdan eut 1 an, en automne 821, Gudrud organisa un grand banquet à Stiflesund. Le roi chasseur buvait beaucoup ce soir-là. Il était ivre-mort quand il quitta son navire pour regagner la terre ferme. Dans l'obscurité, sur la passerelle qui reliait le bateau au rivage, une silhouette surgit. Un homme plongea une lance dans le corps de Gudrud, le tuant sur le coup. Les gardes du roi réagirent immédiatement. Ils massacrèrent l'assassin. C'était un jeune homme du nom inconnu, un serviteur du palais. Quand ils interrogèrent Åsa, elle ne nia rien. Elle avoua ouvertement avoir ordonné le meurtre. Mais personne n'osa la punir. Åsa était maintenant reine-mère et son fils était l'héritier du trône. Elle quitta le Vestfold avec le petit Halfdan et retourna à Agder, le royaume de ses ancêtres. Pendant 20 ans, Åsa régna sur Agder. Les sagas la décrivent comme une dirigeante capable et résolue. Elle éleva son fils pour devenir un grand roi.
Quand Halfdan atteignit l'âge de 18 ans, elle lui céda le trône. Le jeune homme revendiqua alors sa part de l'héritage paternel au Vestfold. Son demi-frère Olaf Gerstad Alf, fils de la première épouse de Gudrud, dut partager le royaume. Halfdan le Noir devint un roi puissant. Son fils Harald sera le premier à unifier toute la Norvège sous un seul règne, prenant le surnom de Belle Chevelure. L'identification de la femme âgée d'Oseberg avec la reine Osa repose principalement sur la similitude entre le nom Osa et Ose. Oseberg signifierait « la colline d'Osa » en vieux norrois. Les dates concordent également. Osa aurait été dans la soixantaine ou la soixantaine avancée en 834, l'année de l'enterrement d'Oseberg. Son statut de reine-mère d'un royaume puissant expliquerait l'extraordinaire richesse de la sépulture. Mais cette théorie comporte des failles. Osa a passé l'essentiel de sa vie à Agder, pas au Vestfold. Pourquoi serait-elle enterrée dans la région de son mari détesté plutôt que dans son propre royaume? Certains historiens suggèrent que son fils Halfdan, qui régnait alors sur une partie du Vestfold, aurait insisté pour qu'elle soit inhumée dans le royaume de son père. D'autres pensent que la théorie d'Osa était surtout politiquement opportune en 1904, quand la Norvège cherchait à affirmer son identité nationale. Dans les années qui suivirent la découverte, d'autres théories émergèrent. L'archéologue Anne Steen Ingstad, célèbre pour avoir découvert les colonies vikings à Terre-Neuve, proposa une interprétation radicalement différente. Elle examina les objets trouvés dans le navire et y vit les marques d'un culte religieux, pas d'une sépulture royale classique. Plusieurs éléments appuyaient cette hypothèse. Les archéologues avaient trouvé 5 têtes d'animaux en bois magnifiquement sculptées. 4 d'entre elles étaient reliées par une corde qui passait à travers leur gueule. Ces objets n'avaient aucune fonction pratique. Ils servaient probablement lors de cérémonies religieuses. La taille et le raffinement de ces sculptures suggéraient qu'elles étaient sacrées. Le chariot retrouvé dans la tombe ajoutait un indice crucial. Long de 2 mètres, large d'1 mètre, il était décoré de sculptures complexes qui représentaient des chats. Dans la mythologie nordique, Freyja, déesse de la fertilité, de l'amour, de la magie et de la mort, voyageait dans un chariot tiré par des chats. Cette référence ne pouvait pas être une coïncidence. Le chariot avait probablement servi dans des processions dédiées à Freyja. Les fragments de tapisserie découverts dans le navire montraient une scène de procession. Des hommes et des femmes à pied ou à cheval, des chariots démesurés tirés par des chevaux. Les femmes portaient des gerbes de blé, les hommes brandissaient des lances. 2 femmes se tenaient debout sur un des chariots. Cette représentation évoquait une cérémonie religieuse, pas une scène de vie quotidienne. Les couleurs utilisées, notamment un rouge carmin profond, étaient traditionnellement associées à Freyja. Ingstad proposa que l'une des femmes, peut-être la plus jeune, était une prêtresse considérée comme l'incarnation vivante de Freyja. Dans certaines sociétés vikings, des femmes de haut rang servaient comme intermédiaires entre les dieux et les humains. Ces prêtresses, appelées volva, pratiquaient le saïdr, une forme de magie et de divination. Elles étaient profondément respectées et craintes. Leur pouvoir spirituel rivalisait avec le pouvoir temporel des rois. La femme plus âgée aurait été elle aussi une volva, peut-être la maîtresse de la jeune prêtresse. Quand l'incarnation de Freyja mourut, sa compagne spirituelle choisit de la suivre dans la mort. Ce type de suicide rituel était connu dans le monde viking. Le voyageur arabe Ibn Fadlan, qui assista à des funérailles vikings en 922, décrivit comment une servante volontaire fut sacrifiée pour accompagner son maître dans l'au-delà. Un détail troublant soutenait cette théorie. Parmi les objets du navire, les archéologues trouvèrent ce qui ressemblait à un portrait sculpté. Il représentait une femme avec une barbe. Cette représentation était étrange. Dans la mythologie nordique, Odin, le dieu suprême, pratiquait le seidr, une forme de magie traditionnellement féminine. Les textes sacrés rapportent que cette pratique était considérée comme ergie, un terme complexe qui impliquait une forme d'ambiguïté de genre. Les volvas étaient parfois représentées avec des attributs masculins pour signifier leur pouvoir spirituel qui transcendait les catégories humaines ordinaires. Les analyses des os de la femme âgée révélèrent quelque chose d'inhabituel. Son squelette présentait des caractéristiques que certains experts qualifièrent de masculines.
Cette particularité physique aurait pu contribuer à son statut de völva. Dans les sociétés vikings, les personnes qui ne correspondaient pas aux normes de genre traditionnelles étaient parfois considérées comme ayant un lien spécial avec le monde des dieux. Le nom même d'Oseberg pourrait témoigner de cette fonction religieuse. Plutôt que la colline d'Osa, Ingstad suggéra que le nom signifiait Asaberg, la montagne des dieux. Le site aurait été un sanctuaire païen important, bien avant que le navire n'y soit enterré. La sépulture n'aurait fait que consacrer un lieu déjà sacré. Ce qui rend la sépulture d'Oseberg unique, ce n'est pas seulement le navire ou l'identité des deux femmes, c'est l'incroyable richesse des objets qui les accompagnaient. Malgré le pillage médiéval, ce qui restait dépassait tout ce qui avait été trouvé auparavant dans une tombe viking. Le chariot a déjà été mentionné, mais sa magnificence mérite qu'on s'y attarde. C'est le seul chariot viking complet jamais découvert. Les sculptures qui le décorent montrent un niveau de maîtrise artistique stupéfiant. Des scènes complexes représentent des créatures mythologiques, des entrelacs impossibles qui semblent se mouvoir quand on les regarde. Les artisans qui l'ont créé étaient des génies. Le chariot était plus ancien que le navire lui-même, probablement un objet sacré transmis de génération en génération. 3 traîneaux richement décorés gisaient près du chariot. Chacun présentait un style de sculpture différent, suggérant qu'ils avaient été fabriqués par des artisans différents ou à des époques différentes. Un 4e traîneau, plus simple, servait probablement aux travaux quotidiens. Ces traîneaux n'étaient pas de simples moyens de transport. Ils faisaient partie d'un ensemble rituel, utilisé lors de processions hivernales. Les archéologues trouvèrent également 2 tentes. L'une d'elles était décorée de motifs élaborés. Ces tentes permettaient aux défuntes de continuer à vivre confortablement dans l'au-delà, car c'était là toute la logique des sépultures vikings. La mort n'était pas une fin, mais un voyage vers une autre forme d'existence. Les morts avaient besoin de leurs possessions terrestres pour maintenir leur statut dans le monde des esprits. 3 lits se trouvaient dans la chambre funéraire. Les défuntes reposaient sur l'un d'eux, recouverts d'édredons remplis de plumes d'eider. On a retrouvé environ 30 kg de duvet, une richesse extraordinaire. Les eiders sont des canards marins arctiques dont le duvet est exceptionnellement chaud et léger. Il fallait des milliers d'oiseaux pour récolter une telle quantité. Cette couverture de plumes représentait à elle seule plus de richesse que ce que la plupart des Vikings possédaient dans toute leur vie. Les textiles découverts à Oseberg constituent l'une des plus importantes collections de tissus de l'ère viking. Dans presque toutes les autres tombes, les textiles se sont désintégrés. Mais l'argile d'Oseberg les a préservés. Les archéologues ont trouvé des vêtements de laine, de la soie importée, des tapisseries. La femme âgée portait une robe rouge magnifique en laine avec un motif en losange accompagné d'un voile blanc en lin fin. La plus jeune portait une robe bleue plus simple avec un voile de laine. Ces vêtements révèlent l'étendue des réseaux commerciaux vikings. La soie venait de l'Orient lointain, probablement de Byzance ou même de Chine. Elle avait voyagé pendant des mois, passant de main en main, de marché en marché, avant d'arriver en Norvège. Les teintures utilisées pour créer ces rouges et ces bleus profonds venaient d'Europe du Sud. Les Vikings contrôlaient un réseau commercial qui s'étendait de l'Amérique du Nord à la mer Caspienne. Parmi les objets les plus intrigants figure ce qu'on appelle le sceau Bouddha. C'est une anse de sceau en bronze et émail cloisonné, décorée d'une figure assise en position du lotus. Cette représentation ressemble fortement aux statues bouddhiques. Comment un tel objet s'est-il retrouvé en Norvège viking? Les experts pensent qu'il vient d'Irlande. Les Vikings ont commencé à attaquer l'Irlande dans les années 790. Ils ont pillé les monastères riches, emportant tout ce qui avait de la valeur. Ce sceau était probablement le butin d'un raid, mais d'où les moines irlandais tenaient-ils un objet bouddhique? Peut-être d'un marchand qui l'avait rapporté d'Orient. Cette pièce unique témoigne de l'interconnexion du monde médiéval. Les outils et ustensiles quotidiens abondaient. Des métiers à tisser, des fuseaux, des peignes, des ciseaux en fer. Des outils agricoles, pelles, fourches, faux, des ustensiles de cuisine, chaudrons, seaux, tonneaux. Un baril de pommes sauvages et une précieuse noix. Ces objets montrent que même dans la mort, on attendait des femmes qu'elles continuent leurs activités domestiques. Mais ils révèlent aussi la richesse,
La plupart des Vikings ne possédaient qu'une fraction de ces objets. 15 chevaux avaient été sacrifiés pour accompagner les défuntes. Leurs têtes étaient soigneusement disposées autour du navire. Les Vikings considérèrent les chevaux comme des animaux nobles et précieux. Sacrifier 15 chevaux représentait un investissement colossal. 4 chiens avaient également été tués, ainsi que 2 vaches et un bœuf. Ces animaux servaient un double objectif, honorer les mortes et leur fournir de la nourriture pour leur voyage. Les voleurs sont entrés par la proue du navire. Ils ont creusé un tunnel à travers la coque, puis se sont frayés un chemin jusqu'à la chambre funéraire. Les experts pensent que le pillage a eu lieu au Xe siècle, peut-être pendant le règne d'Harald à la belle chevelure ou de ses fils. Cette période correspond à la christianisation progressive de la Norvège. Le nouveau roi chrétien Olaf Tryggvason ordonna la destruction de nombreux tertres païens dans les années 990. Cette campagne visait à éradiquer les anciennes croyances et à imposer la nouvelle foi. Les pilleurs ne cherchaient qu'une chose, les métaux précieux. Ils ont arraché les bijoux que portèrent les femmes. Or, argent, peut-être des broches finement travaillées, des colliers, des bracelets. Tout a disparu. La violence avec laquelle ils ont traité les corps suggère un mélange de cupidité et de mépris religieux. Ces païens ne méritaient aucun respect aux yeux des chrétiens zélés. Le fait que tant de richesses aient survécu au pillage suggère que les voleurs étaient pressés ou craintifs. Peut-être craignaient-ils d'être pris. Ou peut-être l'atmosphère du tertre les terrifiait-elle. Les Vikings croyaient que déranger les morts pouvait déclencher leur colère. Les drogars, les morts-vivants des sagas, hantaient ceux qui violaient leur repos. Les pilleurs ont pris ce qu'ils voulaient et sont partis en hâte, laissant derrière eux des trésors qu'ils ne pouvaient pas facilement transporter. Comment s'est déroulée la cérémonie d'enterrement en 834 ? Aucun texte ne décrit précisément les funérailles d'Oseberg, mais nous pouvons reconstituer le déroulement grâce aux objets trouvés et aux descriptions d'autres sépultures vikings. Les 2 femmes sont mortes à quelques jours ou quelques semaines d'intervalle. Leurs corps ont été lavés et habillés de leurs plus beaux vêtements. La femme âgée portait sa robe rouge et son voile blanc. La plus jeune était vêtue de bleu. Elles ont été placées côte à côte sur un grand lit, recouvertes d'édredons de plumes. Les gens de leur entourage ont pleuré selon le rituel. Les femmes se sont coupées les cheveux en signe de deuil. Les hommes se sont entaillés les joues pour que leur sang coule. Le navire a été tiré à terre. Il a fallu des dizaines d'hommes pour déplacer un tel vaisseau. On a positionné la proue face à la mer, symbole du dernier voyage. La chambre funéraire a été construite près du mât. Les artisans ont assemblé les planches de chêne, créant une structure en forme de tente. Les tapisseries ont été suspendues aux murs intérieurs. Les lits ont été installés. Les coffres contenant les vêtements et les objets personnels ont été placés stratégiquement. Les chevaux ont été amenés un par un. 15 magnifiques bêtes, la richesse d'un jarl. Chacune a été tuée d'un coup précis à la tête. Leurs corps ont été disposés autour du navire, leurs têtes coupées et arrangées en cercle. Les chiens ont subi le même sort, puis les vaches et le bœuf. Le sang coulait sur la terre, offrande aux dieux. Les possessions des défuntes ont été chargées méthodiquement. Le chariot sacré, les traîneaux, les tentes, les outils de tissage, symbole du pouvoir féminin, les ustensiles de cuisine, les armes blanches qui manquent aujourd'hui, mais qui devaient être là. La nourriture, viande séchée, pommes, cette noix précieuse venue de loin. Puis est venu le moment le plus solennel. Les corps des 2 femmes ont été transportés à bord. On les a couchés sur leur lit commun. Les édredons de plumes ont été arrangés autour d'elles. Leurs serviteurs ont placé près de leurs mains les objets qu'elles utilisaient quotidiennement. On a fermé la chambre funéraire. 180 tonnes de pierres ont alors été apportées. Des centaines de personnes ont travaillé pendant des jours pour transporter ces roches depuis les collines environnantes. Les pierres ont été jetées sur le navire et autour de lui. Ce n'était pas simplement pour le poids, c'était un acte rituel. Chaque pierre jetée était un au revoir, une protection, un sceau magique. Le navire s'est enfoncé sous le poids, mais c'était voulu. Il devait descendre dans la terre comme il aurait coulé dans la mer. Puis l'argile et la tourbe sont arrivées. Couche après couche, le tertre a grandi. 45 mètres de diamètre, 6 mètres de haut. Des semaines de travail, des centaines de personnes mobilisées. Le coût était astronomique.
Seuls des personnages d'une importance exceptionnelle méritaient un tel effort. Pendant que le tertre se construisait, des festins avaient lieu. On mangeait, on buvait, on racontait les exploits des défuntes. Les bardes chantaient leurs louanges. Ces cérémonies pouvaient durer plusieurs jours. Elles renforçaient les liens sociaux et affirmaient le statut de la famille qui organisait les funérailles. Quand tout fut terminé, le tertre se dressa comme une montagne artificielle, visible de loin. Les voyageurs qui passaient savaient que des femmes puissantes reposaient là. Le tertre servait de marqueur territorial, de déclaration de pouvoir. Il disait « Cette terre appartient à notre lignée depuis des générations, et elle nous appartiendra pour toujours ». L'existence d'une sépulture aussi riche pour 2 femmes force à reconsidérer les rôles féminins dans la société viking. Pendant longtemps, les historiens ont supposé que les Vikings étaient une société strictement patriarcale où les femmes n'avaient aucun pouvoir réel. Oseberg prouve que c'est faux. Les femmes vikings pouvaient posséder des terres. Elles héritèrent de leur père et de leur mari. Une veuve contrôlait la fortune familiale jusqu'à ce que ses fils atteignent la majorité. Certaines femmes refusaient de se remarier, préférant gérer elles-mêmes leur domaine. Les sagas mentionnent plusieurs exemples de femmes riches et indépendantes qui dirigeaient de grandes fermes. Les femmes participaient au commerce. Elles produisaient les textiles, marchandises de haute valeur dans l'économie viking. Une femme habile au tissage pouvait accumuler une richesse considérable. Les bijoux trouvés dans les tombes féminines vikings sont souvent plus riches que ceux des hommes. Cela suggère que les femmes contrôlaient directement leur propre fortune. Certaines femmes pratiquaient la magie et la divination. Les Volvas étaient des figures respectées et craintes. Même les rois les consultaient avant de prendre des décisions importantes. La saga d'Éric le Rouge décrit une Volva qui voyage de ferme en ferme, accueillie partout avec honneur. Elle porte des vêtements spéciaux, utilise des bâtons magiques, entre en transe pour communiquer avec les esprits. Son pouvoir était tel que les hommes les plus puissants la traitaient avec déférence. Les sources historiques mentionnent également les Skjaldmö, les femmes boucliers. Ces guerrières combattaient aux côtés des hommes. Longtemps considérées comme des légendes, elles sont devenues réalité archéologique en 2017. Une tombe découverte à Birka, en Suède, contenait un guerrier enterré avec des armes de haute qualité. Pendant un siècle, tout le monde a supposé qu'il s'agissait d'un homme. Les analyses ADN ont révélé que c'était une femme. Une guerrière viking avait vraiment existé. Oseberg s'inscrit dans ce contexte. Que les 2 femmes aient été reines, prêtresses ou les 2, elles détenaient un pouvoir immense. Leur sépulture n'est pas une exception bizarre. C'est la confirmation que les femmes vikings d'élite pouvaient atteindre les plus hauts niveaux de la société. Revenons à la question centrale. Comment ces 2 femmes sont-elles mortes? La femme âgée est décédée d'un cancer. Ces derniers mois ont été marqués par une souffrance croissante. Mais qu'en est-il de la plus jeune? Sa clavicule cassée est notre seul indice physique, et cette blessure soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. La fracture était récente. L'os n'avait pas commencé à guérir. Cela signifie que la femme est morte dans les jours ou semaines suivant sa blessure. Une clavicule cassée n'est pas mortelle en soi. Alors qu'est-ce qui l'a tuée? Première possibilité, l'infection. Au IXe siècle, une blessure ouverte pouvait facilement s'infecter. Sans antibiotiques, une septicémie pouvait se développer rapidement et devenir mortelle. Si la clavicule a percé la peau, les bactéries ont pu pénétrer dans la plaie. En quelques jours, la fièvre monte, le délire s'installe et la mort survient. Cette explication est médicalement plausible. Deuxième possibilité, le sacrifice. Dans le monde viking, accompagner un maître ou une maîtresse dans la mort était considéré comme un honneur. Ibn Fadlan décrit en détail comment, lors des funérailles qu'il a observées, une servante s'est portée volontaire pour mourir avec son seigneur. Pendant les jours précédant la cérémonie, elle était traitée comme une reine. Le jour des funérailles, elle fut tuée rituellement et placée dans le navire aux côtés du défunt. Si la femme âgée était une grande prêtresse, sa compagne spirituelle a pu choisir de la suivre. Mais comment se serait déroulé le sacrifice? Les Vikings utilisaient plusieurs méthodes. L'étranglement était courant. On faisait boire à la victime une potion contenant des substances hallucinogènes pour faciliter le passage. Puis un prêtre passait une corde autour de son cou et serrait pendant que d'autres tenaient le corps.
La victime perdait conscience rapidement, la mort suivait en quelques minutes. Une autre méthode impliquait la suffocation. La victime était étouffée avec des oreillers ou des édredons. Cette technique ne laissait aucune marque sur les os. Si la femme plus jeune a été sacrifiée ainsi, nous ne le saurions jamais en examinant simplement son squelette. Le poison est une troisième possibilité. Les Vikings connaissaient de nombreuses plantes toxiques. L'if, dont le bois était utilisé pour fabriquer des arcs, est mortel si on ingère ses baies. La jusquiame et la belladone étaient également connues. Une dose suffisante provoquait une mort relativement rapide. Là encore, le poison ne laisse pas de traces sur les os des siècles plus tard. Troisième possibilité, le meurtre. Et si la femme plus jeune n'était pas morte volontairement? La clavicule cassée suggère une violence physique. On peut se casser la clavicule en tombant, mais aussi lors d'une agression. Si quelqu'un l'a frappée ou poussée violemment, l'os a pu se briser. Quelques jours plus tard, alors qu'elle était encore affaiblie par sa blessure, elle aurait pu être tuée pour accompagner la femme âgée dans la mort. Cette interprétation est plus sombre. Elle suggère que la femme plus jeune n'avait pas le choix. Peut-être était-elle une servante de haut rang, mais servante quand même. Quand sa maîtresse mourut, on décida qu'elle devait suivre. Elle résista. La bagarre qui s'ensuivit lui brisa la clavicule. Puis elle fut maîtrisée et tuée. Les os dispersés par les pillards rendent impossible de déterminer comment elle est morte précisément. Les tissus mous ont disparu depuis longtemps. S'il y avait des marques de strangulation sur son cou, nous ne les verrons jamais. Si elle a été poignardée ou empoisonnée, les preuves ont disparu avec sa chair. Quatrième possibilité, la coïncidence tragique. Les deux femmes partageaient le même régime, le même mode de vie. Elles étaient âgées toutes les deux pour l'époque. Il est possible, quoique peu probable, qu'elles soient mortes naturellement à quelques jours d'intervalle. La femme âgée succombe à son cancer. Le choc de cette mort provoque chez la plus jeune une crise cardiaque ou une attaque cérébrale. Ou bien, le chagrin la pousse à se laisser mourir. Elle refuse de manger, se laisse glisser vers la mort. Sa clavicule s'est peut-être cassée en s'effondrant de faiblesse. Cette explication semble romantique, mais reste improbable. La fracture de la clavicule suggère un traumatisme violent, pas une simple chute de faiblesse. La cinquième possibilité combine plusieurs éléments. La femme âgée meurt de son cancer. La communauté décide que sa compagne doit la suivre. Celle-ci accepte d'abord, mais change d'avis au dernier moment. Elle tente de s'enfuir. Dans la bagarre qui suit, elle se casse la clavicule. Blessée, affaiblie, elle ne peut plus résister. On l'étrangle ou on l'empoisonne selon le rituel approprié. Les deux femmes sont ensuite préparées pour l'enterrement, habillées, maquillées, disposées côte à côte comme si elles dormaient paisiblement. Le navire d'Oseberg cache une énigme troublante. Ces rames ne portent aucune trace d'usure, suggérant qu'elles n'ont jamais servi. Pendant des décennies, les experts ont cru que ce vaisseau élégant mais fragile n'était qu'un yacht de plaisance réservé aux fjords calmes. En 1987, une réplique construite d'après les plans de reconstruction coula lors de sa mise à l'eau, semblant confirmer que l'original n'avait jamais été conçu pour naviguer. Pourtant, en 2006, tout changea. Une nouvelle équipe utilisa des photoscans tridimensionnels qui révélèrent des erreurs dans la première reconstruction. La coque originale était bien plus robuste qu'on ne le pensait. En 2012, la réplique Saga Oseberg fut achevée et mise à l'eau à Tønsberg. Elle flotta parfaitement et prouva sa navigabilité, même en conditions difficiles. Oseberg était bel et bien un véritable vaisseau marin. Mais pourquoi ces rames neuves? Deux explications émergent. Premièrement, les Vikings accordaient une importance capitale à envoyer leurs morts vers l'au-delà avec des objets parfaits. Les rames usées après 10 ans de navigation auraient été remplacées spécialement pour les funérailles. Deuxièmement, le navire servait peut-être uniquement lors de cérémonies religieuses côtières, quelques fois par an, expliquant l'absence d'usure. Après sa découverte en 1904, le navire fut restauré pendant 21 ans. 90% du bois original fut conservé. En 1926, il rejoignit le musée des navires vikings d'Oslo, devenant l'un des symboles les plus reconnaissables de l'ère viking, l'archétype du Drakkar. Mais dans les années 1990, un drame silencieux se jouait.
le bois se détériorait. Les techniques de 1904, huile de lin, créosote, alun, empoisonnaient lentement le navire qu'elle devait préserver. La laine n'avait pas pénétré assez profondément. Le bois séchait de l'intérieur, des fissures apparaissaient. Les rivets métalliques se corrodaient. Après avoir survécu 1000 ans sous terre, Oseberg risquait d'être détruit par les tentatives modernes de conservation. En 2014, le projet Sauver Oseberg fut lancé. Des scientifiques internationaux cherchent depuis comment stabiliser le bois sans causer plus de dommages. En 2023, la construction d'un nouveau musée débuta, conçu spécifiquement pour ralentir la détérioration grâce à un contrôle précis de l'humidité, de la température et de l'éclairage. Le musée de l'âge viking devait ouvrir en 2026. Plus d'un siècle après sa découverte, Oseberg continue de livrer ses secrets. Les scanners tridimensionnels capturent chaque détail des sculptures. L'analyse ADN progresse malgré la dégradation des ossements. Les isotopes dans les dents et les os révèlent où les femmes ont grandi et ce qu'elles mangeaient. La femme plus jeune avait peut-être des origines étrangères, son ADN suggérant des liens avec la région de la mer Noire. Était-elle une esclave, une commerçante ayant épousé la noblesse ou une prêtresse venue de loin? Les textiles font l'objet d'études approfondies. Les fibres révèlent l'origine des matériaux, les techniques de tissage reconstituent le savoir-faire des artisans, les teintures témoignent de connexions commerciales à travers l'Europe médiévale. Les sculptures au style d'Oseberg ont influencé l'art scandinave pendant des générations et inspirent encore les artistes modernes. Ces motifs entrelacés capturent l'essence de la vision viking. Tout est connecté, tout se transforme, rien n'est fixe. Oseberg a révolutionné notre compréhension des Vikings, montrant leur sophistication artistique, leurs réseaux commerciaux étendus, la complexité de leurs croyances, et surtout que les femmes vikings pouvaient atteindre le sommet de leur société. Malgré tous les progrès, les mystères demeurent. Qui étaient vraiment ces femmes? Osa, la reine vengeresse? 2 prêtresses de Freyja? Comment la plus jeune est-elle morte? Sacrifice volontaire ou meurtre rituel? Pourquoi tant de richesses enterrées? Pour honorer les mortes ou impressionner les vivants? Quel était le nom du navire? Combien de personnes assistèrent aux funérailles? Le tertre garde ses secrets. Les 2 femmes ont été violées par les pilleurs, dérangées par les archéologues, leurs ossements examinés, réenterrés, exhumés à nouveau. Mais peut-être que leur véritable immortalité réside dans les questions qu'elles suscitent. Chaque génération regarde Oseberg avec des yeux nouveaux. Chaque technologie révèle de nouveaux détails. En 834, quand le dernier pelleté de terre fut jeté, les participants pensaient avoir terminé l'histoire. Ils se trompaient. L'histoire venait de commencer. Le navire d'Oseberg navigue toujours, pas sur les vagues de la mer du Nord, mais sur les courants du temps, accomplissant son véritable voyage, traverser les âges pour nous parler d'un monde disparu où la beauté, le pouvoir et la mort dansaient ensemble sous le ciel nordique.